C'est vendredi. Hi. Ça va, Mélo? Oui. J'étais en train de boire de l'eau parce que j'ai failli m'étouffer avant qu'on rentre en direct. Ouais. Je sais qu'on va en parler aujourd'hui, mais j'ai vu quelque chose. Il faut que je te montre. Je vais décrire aux gens parce que je vais essayer de montrer cette image si c'est possible de le faire, tu vois. Ça va peut-être être chaud. Pour les gens qui... ça peut-être... Ouais, bon, en fait, en gros, c'est une réunion de Emmanuel Macron qui se retrouve en Afrique actuellement, tu vois. Et ils ont pris une photo sur son compte, et qui vient de publier sur son compte Twitter il y a pas longtemps. Et cette photo, en fait, sur cette photo, il y a tous les gens qui font la réunion, tu vois, sur l'accord de l'agroalimentaire qu'ils viennent de signer. Et lui, il est sur un petit marchepied pour être plus grand que les autres. Il y a ses pieds posés sur un petit marchepied. Mais qui a l'idée d'une communication pareille? Dis-moi que t'es fragile sans me dire que t'es fragile. Et le problème, c'est qu'en plus, la photo sur le compte Twitter est juste dégueulasse. Tu le vois bien assis. Enfin... Ah, mais c'est horrible. Mais non, mais t'es là pour... C'est horrible. On va en parler dans le show. Hein. Emmanuel Macron en Afrique actuellement, c'est pour montrer que le moment de la France-Afrique a été dépassé, la colonisation a été dépassée, blablabla. Oui. Et le mec... Il publie une photo où tout le monde... Donc, il y a tous les gens, tous les représentants des pays africains qui sont là, tu vois. Et lui, il est devant sur une petite estrade pour être plus grand que les autres. Les amis, il faut accepter notre taille. Puis c'est OK de pas être grand. Ça va être fine. Faites pas ça, parce que ça a l'air vraiment stupide. Mais pourquoi il fait ça? En plus... Ben, c'est ce que Tom Cruise fait. Non, mais comme, c'est bon, comme Tom Cruise est à peu près aussi grand que moi, je ne suis pas grande. Comme pour de vrai, là. Puis dans ses films, il y a toujours genre des modèles qui jouent avec lui, qui sont, elles, très, très grandes. Sont en fait, quand il y a des scènes où ils s'embrassent ou peu importe, et en fait, sur... comme une Ce que tu me dis, c'est que Mission Impossible, ça a été un même challenge technique que Le Seigneur des Anneaux, tu vois. À peu près. C'est en fait... vraiment impressionnant, mais on le sait pas. Ouais, bah on a choisi de prendre un Hobbit pour jouer tel mec. Enfin, bon, bah, bref, donc voilà pourquoi j'ai failli m'étouffer. Salut tout le monde, salut le chat, salut Loki. Hello. Ça va, Mélo? Yeah. Je t'ai pas demandé, comment s'est passée ta semaine? en tout cas, j'ai passé un de mes examens, so that's great. Parce que il y a des maths, puis je suis vraiment pas bonne en maths. So j'ai passé comme une semaine à étudier ça et j'ai passé, donc je suis contente. C'est une bonne nouvelle. Félicitations, Mélodie. Yeah. On peut dire félicitations à Mélodie. Thank you. Moi, j'ai une semaine de l'apocalypse. Mais ça va parce qu'on est vendredi et du coup, passons à travers. Mais par contre, cette semaine aussi, c'était aussi le lancement au Canada du mois de la francophonie. Oui. Un truc sur lequel on va revenir pas mal. De toute façon, on aura l'occasion. Notre invité, Phil, justement, est vraiment là-dedans, quoi. Yeah. Donc, on va pouvoir vraiment parler de francophonie pure et dure. Et c'est important de le faire, surtout dans un milieu minoritaire, avec notamment le fait d'être en Acadie, de la Nouvelle-Écosse et puis en Acadie en général. Je vais baisser le son de ça. Qu'est-ce qu'on a au programme des nouvelles, Mélo? Donc, on va faire un retour sur l'actu de plein de différentes choses intéressantes. Il y a beaucoup de rebondissements sur certains sujets, je vais dire ça comme ça. Ensuite, les nouvelles aventures de Greta Thunberg. Mais elle était en Allemagne la fois dernière. Oui, elle s'est fait arrêter en Allemagne. Voilà. Là, elle s'est fait arrêter en Norvège. En fait, arrêter. Elle s'est fait déplacer par les forces de l'ordre. Je ne sais pas si elle s'est fait arrêter. Mais là, c'est plutôt côté anticolonialiste. Et c'est très intéressant pour... c'est une conversation qu'on a souvent pas en écologie et qui est très importante et intéressante. Ensuite, Macron, il fait un petit voyage. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, un voyage, visiblement, il faut un marchepied pour faire ce voyage, tu vois, parce qu'il se sent un petit peu inférieur, tu vois. Est-ce que c'est pas justement le retour de bâton de la colonisation? En tout cas, ce sera l'occasion d'en parler. Puis ensuite, il y a eu... c'est atroce, là. On a eu des désastres écologiques et humains avec des trains. Puis là, en fait, je pense que tous les deux, on était un peu dans la réflexion par rapport à ça, et on va en parler, mais pour savoir, en fait, ces trains, ça vient des résultats de privatisation. Et est-ce que la privatisation mène à peut-être des choses vraiment pas positives? Ce serait une surprise, Mélodie! Ce serait une surprise. Oui, ce sera l'occasion d'en parler. Est-ce que les biens communs devraient être privatisés? Est-ce que le train est un bien commun? Est-ce qu'on devrait avoir le droit de se déplacer? Énorme. Et enfin, les bonnes nouvelles de la semaine. Alors. Oui. Donc. Il y a un... Non, on en parle après. Il y a une chronique qui a été écrite et mise en ligne et les réactions
j'en suis heureuse. Au moins, elles n'étaient pas les meilleures. Puis donc, on va faire la lecture de cette chronique qui est fantastiquement stupide. J'ai vraiment lu quand je l'ai lu. Là, je me disais, non, mais c'est du contenu de très grande qualité. Elle a été retirée entre-temps. Voilà. Et voilà, on en parle après. Mais voilà, je vais vous partager ce chef-d'œuvre. C'est magnifique. Alors, les élections au Nigeria, on en parlait la semaine dernière. Petit suivi un petit peu sur cette élection. On s'attendait un petit peu de la mobilisation de la part des Nigérians. On va le rappeler, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc c'est vraiment un gros enjeu. Et on se rend compte que l'espoir que nous avions peut-être un petit peu porté sur le parti travailliste un peu plus progressiste, malheureusement ça ne s'est pas concrétisé. Le parti finit 3e. On s'attendait plus ou moins à ça quand même, tu vois. Et en gros, c'est le successeur du président qui était au pouvoir, qui a été réélu. Donc, on sent beaucoup de Nigérians dans les entrevues qu'on a pu voir, beaucoup de Nigérians un peu déçus de cette nouvelle parce que c'est la continuité. Et surtout, ça veut pas mal dire de choses au niveau de la corruption, ça veut pas mal dire de choses sur un peu l'immobilisme du système politique nigérian. On verra. Ouais, puis il y a beaucoup de différentes personnes qui soulève que peut-être c'est ça, il y a un problème avec le système s'il y a toujours le même résultat. Exact. Mais exact. À voir. Et surtout, une chose intéressante, c'est qu'il y avait plus de 90 millions d'électeurs. Or, les votes exprimés, il me semble qu'on est autour de 30 ou 40 millions. Tu vois, donc, il y a aussi beaucoup d'abstention. Donc, à voir ce que ça veut dire derrière. Mais en tout cas, voilà, le plus grand pays d'Afrique a choisi le pays le plus peuplé d'Afrique, a choisi de ne pas changer son équipe de gouvernement. Et c'est peut-être pas un bon signe actuellement. Étape 1. On a plusieurs nouvelles avec notre cher ami Elon Musk. Alors, ChatGPT, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entité virtuelle donc, où on peut aller poser des questions et ça nous répond des trucs. Et ça nous répond des trucs relativement impressionnants. Et là, il y a des gens qui ont fait des articles sur le fait que, par exemple, la réponse à la question « Comment est-ce que je dis que je suis gay? » C'était pas un truc nécessairement trop robot comme réponse. C'était « Ah, c'est pas facile, voici tes ressources, etc. » Il y a eu quelques articles dessus, des questions comme ça, plus humaines, on va dire. Et donc, Elon s'est dit « Wow, non, c'est trop woke, ça. » Aux dernières nouvelles, son souhait, ce serait de créer un AI, mais pas woke. React, je sais pas. Est-ce que c'est juste un AI raciste? Est-ce que c'est juste le truc qui ressort justement de Twitter? Il y a déjà eu ce test où c'est Twitter qui a rendu le AI raciste en genre 8 heures ou un truc comme ça, même pas. Faut rappeler une chose, ChatGPT se sert quand même de... lui, il ne crée pas d'informations, il va juste chercher tout ce qui se passe. Ça veut surtout dire qu'il y a des gens bienveillants, peut-être, sur Internet, qu'il y a des ressources qui existent pour le coming out. Tu vois, ça veut peut-être juste dire ça. Et puis, j'ai pas envie de reparler du wokisme, mais il faut le faire peut-être des fois, tu vois. C'est peut-être important. Le wokisme, c'est pas une mode, c'est pas une... On l'appelle le wokisme parce que voilà, et le mot est galvaudé. Mais en gros, c'est juste, il y a des inégalités de plein de manières possibles et on essaie tous de les arranger, ces inégalités. Et même le gars le plus conservateur, et je dis le gars parce que les femmes, oui, pourquoi pas, Denise Bombardier pour en parler, tu vois, mais même les plus conservateurs d'entre nous, s'ils voyaient des gens dans la panade autour d'eux, ils les aideraient. Et donc tout le monde est plus ou moins woke, tu vois. Oui. Si t'as de l'empathie quelconque, t'es au moins un peu woke. Ou peu importe le terme. Ça, c'est le terme qui est utilisé à cette époque-ci. Et je suis sûre que dans pas longtemps, ça va changer parce que c'est trop populaire, on va dire, comme mot. Mais avant ça, c'était Social Justice Warrior. Pendant longtemps, ça a été ça. C'était ça l'insulte. Puis c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais que les personnes gays ne se fassent pas tabasser dans la rue. Oh! Wow! Controversial, tu sais, mais ça, comme, c'est ça. Peu importe la réitération qu'on donne à ce terme-là, ça veut dire que tu veux peut-être que d'autres humains vivent bien. Voilà. Et au moins les mêmes chances que toi. Voilà. Donc, donc ça, il veut créer une IA moins woke. Ouais. Peu importe ce que ça veut dire. Donc, entre-temps,
Donc, Jack Dorsey, qui a été le créateur de Twitter, lui, il lance quelque chose qui s'appelle Blue Sky, qui est un média social qui ressemble vraiment beaucoup à Twitter, mais où il n'y a pas Elon Musk. OK. C'est ça. Voilà. C'est tout. Je pense qu'en gros, il s'est dit, ben en fait, moi, je sais comment créer ce truc-là et il n'y a pas de copyright sur cette idée. Donc, ben voilà. Et puis surtout, il y a un appétit. Les gens sont... comment on peut appeler ça ? Il y a un appétit pour avoir un réseau social qui fonctionne comme Twitter. Ouais. Et puis, face aussi à la complexité de Mastodon, on va pas se mentir, Mastodon, ça a été, c'était une plateforme ouverte, en fait, en gros, contributive. Oui. Mais la complexité fait que faut quand même d'adhérer, tu vois. Puis il faut quand même être, je pense, un peu geek ou... C'est le fait que, justement, ça met tout le monde dans des sphères plus... en silo. Ouais. Donc, si tu veux parler d'un sujet spécifique ou être avec un groupe spécifique, ça va. Ça fait un peu comme Telegram et tout. C'est vraiment un endroit où... C'est ça, tu crées une communauté séparée, ce qui est OK, c'est whatever, là, il y en a plein comme ça, mais c'est pas du tout l'équivalent de Twitter. Donc, ben voilà, Blue Sky. There we go, update. Le troisième, ouais, bon, ça fait 3, OK, ça fait 3... le troisième acte. Ça fait 3 retours sur l'actu dédié à Elon Musk, mais il faut rappeler que on avait fait un réel et un reel et une partie d'une des premières émissions sur la non-stratégie d'Elon Musk dans le rachat de Twitter. Et on avait rappelé que derrière l'opération financière, il y avait des gros cons qui savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Non. Mais parce qu'ils aimaient bien Elon Musk, parce que Elon Musk est la personne qui était un petit peu en vue, qui l'est beaucoup moins d'ailleurs. Oui. Grâce à des gens comme nous qui détruisons son image à chaque fois, parce que c'est une grosse merde, il faut le rappeler. Ce mec a été élevé sur le sang des Africains du Sud qui allaient chercher des diamants et de l'émeraude dans les mines de son père pour que lui puisse aller faire des études. Pour qu'il devienne un self-made man. Exactement. Bref, ce gars est une daube, on n'arrête pas de le répéter, on va le répéter encore. Yes. Et là, la dernière grosse action, la dernière grosse, comment on peut appeler ça, décision stratégique qu'il a prise sur un coup de tête, c'est de virer 200 employés stratégiques que lui-même avait mis en place comme une task force pour un petit peu relever Twitter. Yep. Il n'y a plus aucune stratégie, il n'y a plus aucun pilote dans l'avion. Alors pour l'instant, l'avion plane, et c'est trop bien parce qu'on s'en sert tous, etc. Mais il sera peut-être temps à un moment de migrer vers Blue Sky. J'espère que la stratégie commerciale et que la stratégie capitaliste de Blue Sky sera moins... Ouais. Tu vois ? Ouais. Mais en tout cas, Elon Musk, je ne sais pas ce qu'il nous fait encore. Mais moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi le développement. Oh non, mais same. C'est comme un genre de drama que tu suis, là. Non, mais carrément. Et alors oui, et des gens... Alors ça, on en avait parlé la fois dernière, mais Elon Musk qui n'était pas content qu'on ne le voit pas assez sur la plateforme. Entre-temps, il y a eu la mise à jour, donc tout le monde voyait apparaître Elon Musk dans son fil, même si tu suivais pas Elon Musk. Du coup, tout le monde s'est mis à bloquer Elon Musk, tu vois, sur Twitter. Et il y a des gens qui continuaient à avoir des tweets d'Elon Musk dans leur fil, alors qu'ils avaient bloqué Elon Musk. Tu vois, genre... Si, c'est comme la publicité dont t'arrives pas à te débarrasser. Non mais ouais, c'est un pop-up Elon Musk, tu vois. Genre, si on devait donner la définition de forceur, je crois que c'est Elon Musk, tu vois. C'est le plus gros synonyme de forceur possible. Ah, sérieux. Bref, voilà. Oh, man. Un autre forceur. Yes. Un autre forceur. Donc, Emmanuel Macron, tourné en Afrique, on en a parlé un petit peu en introduction. Il y a un peu des tensions avec entre les pays du Maghreb et la France, et notamment entre la France et le Maroc. Et lorsqu'un journaliste pose la question à Emmanuel Macron en lui demandant quelles sont vos relations un petit peu avec Mohamed VI, comment ça se passe, etc. Et lui dit en fait on a des relations très amicales et très positives avec Mohamed VI, tu vois, nickel. Sauf que Mohamed VI il dit non, moi Macron je l'aime pas. Ok. Oh. Ok. Pauvre Macron, il n'y a même pas d'amis. C'est tellement... En plus, toi, tu l'as trash talk la semaine dernière avec l'idée que ça... Ah, c'était pas celle-là, mais avec l'idée que sa Légion d'honneur ne valait pas beaucoup. Écoute. Mais t'as reçu ta Légion d'honneur la semaine dernière, donc... Voilà, voilà. Okay. Nice. Donc Emmanuel Macron, ça va pas fort avec les pays de la francophonie. Non. Ah, et puis... there you go. On n'a pas changé la slide parce que c'est toujours d'actualité. Yep. Les amis, le 7 mars, la France sera entièrement bloquée pour lutter contre la réforme des retraites, on va le redire, qui est injuste, qui sert à rien. Donc voilà, donc si vous avez quelque chose à faire le 7 mars, ne le faites pas, ne faites rien.
Et on commence à avoir un petit peu une petite mouvance réactionnaire contre ce mouvement de blocage. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a notamment dit que... T'as vu ça sortir? Oui, j'ai regardé ça, j'étais genre, what the hell is happening? Donc pour les gens qui sont pas proches forcément des sphères politiques françaises, Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, médecin lui-même, qui était, quand il était médecin, pour la grève, pour avoir plus de moyens dans les hôpitaux, par exemple, lui se retrouve désormais porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron, et il a annoncé, lors d'un discours concernant la grève qui arrivait, et donc, c'est pas une petite grève, les amis. Là, on a fait plusieurs journées de grève, d'action vraiment massive, vraiment très soutenue. Et là, c'est le moment d'entrer dans ce qu'on va appeler une grève générale reconductible. C'est-à-dire, le pays entier s'arrête. C'est-à-dire, il n'y a pas de violence. Il n'y a rien. On arrête de travailler et on regarde le PIB descendre. Oui, voilà. Tranquillement. Il n'y a rien à faire. Et grâce à ça, vous pouvez gagner environ 30 à 35 000 euros. Si vous ne faites rien le 7 mars, vous pouvez gagner à la fin de votre vie 30 à 40 000 euros. C'est l'équivalent des 2 années qu'essaie de vous prendre le patronat à travers Emmanuel Macron. Donc, ne faites rien. Et Olivier Véran disait juste, oui, mais si vous faites ça, ça va faire un gros drame écologique, la sécheresse et tout. Et donc, tout le monde a rigolé, tu vois, genre les 7 plaies d'Égypte, tu vois. C'était genre, ce qu'il a dit, c'est quelque chose du genre, s'il y a la grève maintenant, cet été, il y aura un désastre écologique. Et t'as envie de dire, premièrement, mec, il y a déjà un désastre écologique, je suis désolée, comme, literally, il y a une sécheresse en France tout de suite, en hiver, ce qui ne fait pas de sens. It should not happen, on s'entend. Yeah. Mais genre, what? Non, mais non. Il était à 2 doigts d'invoquer, tu vois, genre la pluie de sauterelles et tout, tu vois. Non, mais c'est ça, tu vois. J'ai vu des gens aussi dire que s'il y a une grosse grève énormément suivie, il risque d'y avoir des chatons morts. Oui. Parfait. Donc, OK. Moi, j'adore les animaux, tu vois. Tu sais que j'aime tellement les animaux que je ne les mange pas. Et donc, moi, si des chatons meurent, ça m'emmerde un peu. Donc, j'irai peut-être travailler le 7 mars, non? Voilà, c'est Allez, ça. On ne fait rien et on fait grève le 7 mars, grève générale. Comme ça, on dit non à Emmanuel Macron, on provoque des élections et on regarde ce qui se passe. Yeah. Puis juste un rappel à tout le monde qui écoute. Donc, on l'a pas encore lancé. On va lancer un Patreon bientôt. Mais notre but, c'est d'avoir une journaliste en Afrique qui peut nous donner des nouvelles de l'Afrique. Yes. On a fait les entretiens. On a la personne. On finit les détails. Mais ça va se passer. On veut payer cette personne pour le travail qu'elle fait. Et aussi, on rappelle que être journaliste en Afrique, c'est pas juste un métier, c'est une passion parce que c'est extrêmement dangereux. Yeah. Surtout pour la plupart de nos auditeurs sont dans des pays où on peut parler de liberté d'expression autant qu'on veut. Tu le fais pas au risque de ta vie. Yeah, ou les chances que tu le fais au risque de ta vie sont relativement bas. Donc, juste à signaler ça. Yeah. Donc, en attendant, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Twitter. Oh mon Dieu, j'ai dead tweet en avant de moi. J'ai Elon Musk dans ma face. Je vais le ranger. Notre chaîne Twitch. Du coup, ça nous donne un peu d'argent et ça en enlève à Bezos. Puis, c'est ça. Et vous pouvez le renouveler chaque mois. Ça veut dire que vous pouvez seulement le faire pendant 1 mois, mais vous pouvez le renouveler chaque mois et ça vous coûte rien. Donc, c'est une façon de nous soutenir pour payer notre journaliste qu'on a vraiment hâte de vous présenter. On a fait les rencontres la semaine dernière et c'était vraiment nice. On pense que ça va vraiment... Voilà, c'est vraiment quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui gère. Puis quelqu'un qui... tu vois, qui fait déjà des débats à la télé et tout. Ça va être cool. Ça va être vraiment nice. Ça va être vraiment nice. Et en plus, elle vient de la ville francophone la plus peuplée au monde. Voilà. Donc ça, c'est nice, Kinshasa. Du coup, ce sera l'occasion de parler. Là, on aurait bien aimé la voir, tu vois, pour parler un petit peu des déroulements. Exact. Mais... Carrément. Soon. All right. C'est quoi ça? C'est la dernière aventure de Greta Thunberg, qui donc est connue pour plein de différentes actions écologiques, puis tout simplement de la grève qu'elle a fait en pas allant à l'école tous les vendredis pendant longtemps pour dire « Hey guys, il y a comme un désastre qui se passe et c'est bien d'aller à l'école, mais en fait, s'il y a plus de terre sur laquelle vivre, ça me sert à quoi mon éducation? » Exact. Donc, elle continue ses actions. Et en ce moment, il y a les Samis qui sont c'est le peuple autochtone de plusieurs pays en Europe
en Scandinavie. En Scandinavie, etc. Il y en a un peu en Russie, etc. Mais là, c'est spécifiquement le groupe qui habite, ou un des groupes qui habite en Norvège. Puis donc, en Norvège en ce moment, ce groupe de Samis sont en train de faire une petite grève, manifestation, etc. pour dire « Hey, nous, dans nos droits de base, on a le droit à pouvoir pêcher, etc., vivre de la terre sur laquelle on habite, notre terre ancestrale sur laquelle on est depuis très, 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 très longtemps. Et entre autres, il y a une tradition d'avoir des reines. Donc, les Samis, quand tu as un certain âge, on te donne ton premier reine, etc. Donc, c'est un élevage que tu fais. C'est pas un élevage intensif, les amis. C'est une affaire très, très... local et ancestral, vraiment. Ça fait partie juste du style de vie. Et en fait, le pays a décidé de mettre 151 turbines, donc des éoliennes, dans un parc. Mais l'affaire, c'est que ce parc était déjà protégé pour le peuple Sam qui était. Et en octobre 2021, la Cour suprême norvégienne a conclu que c'était pas légal s'il avait été fait. Et les Sam, eux autres, sont en train de dire, en fait, c'est que ces turbines, ils sont en train de déranger nos animaux, nos reines, et ils en ont peur, ça les effraie. OK. Donc, sur le coup, tu dis, bon, OK, ça, c'est une des multiples choses. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important? Parce que c'est pas mieux d'avoir, justement, des éoliennes. C'est bon pour la terre, bon pour l'écologie. À la place de quelques reines, bof. Mais c'est là où, justement, il y a la question du, si on fait quelque chose, peut-être qu'il faut aussi penser à la façon dont on l'a fait. Puis Greta, elle est là, et c'est des citations d'elle. Nous ne pouvons pas utiliser la prétendue transition climatique comme couverture du colonialisme. Où elle continue, une transition climatique qui viole les droits de la personne n'est pas une transition climatique digne de ce nom. Donc, c'est vraiment l'idée que, oui, cool, t'as mis des éoliennes, mais tu l'as mis à un endroit où, premièrement, t'avais même pas le droit légal. Parce que, tu sais, on essaie tous de vivre ensemble et de se respecter. En plus, dans un pays où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où il y a vraiment rien, là. J'ai road trip dans le nord de la Norvège, les amis. Tu conduis très, très longtemps avec rien. C'est vraiment cool, mais il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on pourrait mettre des éoliennes, où il n'y a pas de gens qui vivent spécifiquement là, où je suis sûre qu'on peut trouver un deal. Donc, vraiment, c'est elle qui dit, oui, c'est vraiment important, mais si on ne respecte pas, entre autres, des peuples qui n'ont pas été respectés par tout le colonialisme confondu, what's the point? Exact. T'sais, on continue le même problème, exact, mais avec de l'énergie verte. En tout cas, je trouve ça très intéressant comme mouvement qui se passe tout de suite. Et on va le voir au Canada de plus en plus, ces choses-là, on le voit déjà, mais... Exact. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on pense à la question du colonialisme, on pense du Nord, des pays du Nord développés vers les Suds, et le Sud en général. On pense pas au colonialisme ancestral, où tu te rends compte que, par exemple, alors déjà, quand toi, t'es le propre colon, comme par exemple au Canada, tu vois, voilà, il y avait des gens avant, tu vois, qui ont des droits sur les terres, etc., etc. Donc là, c'est pour ça que je pense qu'au début, ça n'a pas trop ému particulièrement, parce que, c'est le territoire ancestral. Le territoire légal de la Norvège. On oublie qu'il y a des autochtones. Absolument. En Norvège. Des autochtones on est allé les voir, on leur a dit, voici une Bible, on vous force à croire ça. Non, mais c'est vraiment comme... Exact. Il y a des mouvements spécifiques religieux qui ont été comme incorporés là, où on a essayé de les faire croire des trucs qu'ils disaient, mais nous, on a déjà nos croyances, merci, mais non. Mais donc, certains des grands explorateurs de ces régions, en fait, quand tu regardes pourquoi ils exploraient, c'était pour... dire à des gens qui avaient déjà une culture et tout, voici une autre culture et vous devriez prendre celle-là. Et c'est pas pour dire que la culture de la personne n'était pas bien, mais forcer quelqu'un à effacer sa propre culture, non. Exact. Non, on fait pas ça. Donc, c'est un peu dans ce coin-là qu'on se retrouve. C'est intéressant parce que beaucoup de réacs, et notamment un des plus gros réacs. Un jour, peut-être que je te présenterai Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, c'est... Déjà deux prénoms. Deux prénoms, c'est fucked up. Non, mais c'est ça. Ça aurait pu être Jean-Pierre Alexandre, ça aurait été... c'est ça, je me dis s'il y avait un trait d'union quelque part là. Non. Lui, c'est un entrepreneur qui, à un moment, était un petit peu une sorte de futurologue. Tu vois, un gars qui aimait bien se prononcer sur les questions technologiques, etc. Okay. Et lui, en fait, il a tourné full React débile, en fait. Vraiment fort.
Alors, putain, il y avait des parties de son discours qui étaient vraiment intéressantes sur la technologie. Mais depuis qu'il se rend compte que le changement climatique entrave un petit peu la question techno-progressiste, tu vois. En gros, comme si la question de la technologie allait sauver l'humanité et allait être un frein aux inégalités aussi, à travers la technologie. En fait, il se rend compte que son discours, il tient pas trop devant le changement climatique. Du coup, il faut changer son fusil d'épaule. Et lui, il a dit, oui, mais... Greta Thunberg, elle est bête, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on repasse au charbon comme en Allemagne. Et tout. C'est pas la question. C'est ça, c'est un ou l'autre, that's it. On n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre option. Un ou deux. Non. On n'installe pas des éoliennes aux endroits où on peut pas installer d'éoliennes, putain. Non, mais il y a des façades maritimes, il y a énormément de place en mer. C'est ça. Il y a tellement de place. 150 turbines, c'est rien du tout, quoi. Yeah. Ça a l'air beaucoup comme ça, tu vois. Oui. Putain, là où je travaillais avant, dans le nord de la France, on avait un parc éolien qui était important et on devait atteindre les, je sais plus, 180 turbines, un truc du genre, sur un territoire qui était assez petit, tu vois. Donc tu dis 150 turbines dans le nord de la Norvège, tu dois pouvoir trouver où les mettre, tu vois. C'est ça. Bref. C'est ça. Bon, j'enchaîne. On continue le colonialisme. Ah oui. Quel nouveau partenariat la France veut-elle entretenir avec les pays africains? Je me demande. Alors, Emmanuel Macron a fait un discours avant de partir en Afrique. Il est dans sa tournée africaine, tu vois. En gros, pour un petit peu resserrer les liens. Moi, je vais juste rappeler une chose. Emmanuel Macron, une fois, toujours la même posture. Avec l'Afrique, il y a toujours cette question de la supériorité, comment je parle aux autres. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait une fois? Franchement, j'aurais dû mettre les images. Une fois, il était en conférence, je ne sais plus dans quel pays c'était, il me semble que c'était au Burkina Faso. Donc c'était l'ancien président du Burkina Faso, qui pendant une réunion part, tu vois, en gros, mais pas trop loin, tu vois. Et Emmanuel Macron, il est en pleine conférence de presse et il dit il est parti réparer la clim. What? Malaise. Oh my God. Non mais c'est un chef d'État, quoi. Bro. Bref, donc ouais. Donc bref, mais c'est pour dire un petit peu la position paternaliste qu'a Macron et la photo. Juste un petit peu. La photo que j'ai montrée en intro, c'est rien de plus, c'est rien de moins que ça, tu vois. Oh, 100%. Emmanuel Macron est en train de signer un accord agroalimentaire et intéressant, tu vois, entre l'Afrique et la France. Ils font la photo de la cérémonie et de la signature et qu'est-ce qu'il publie sur son compte Twitter? Une photo sur laquelle lui est sur une estrade et tous les autres sont par terre, tu vois. Non, mais il n'y avait pas une... D'ailleurs, vous le voyez peut-être sur l'image, c'est peut-être un peu petit pour tout le monde, là. Mais en fait, en gros, moi, j'ai beaucoup aimé l'inversion des mots. Maintenant, on ne parle plus des partenariats France-Afrique, bien sûr. Ça rappelle la période coloniale. Donc, maintenant, c'est toujours Afrique-France. Voilà. C'est mieux? Tout va bien. Ouais. Mais donc, petite photo aussi qui a été mise en avant par le Petit Journal Gabonais, que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que Emmanuel Macron a commencé son voyage par le Gabon. Et là, on a une photo, donc, du coup, d'Emmanuel Macron. Encore une fois, et le Petit Journal Gabonais met la description suivante: un Écossais qui explique à un Français les choses de la forêt gabonaise. Il n'y a rien de plus dégueulasse que ce qui est en train de se passer là. Faut arrêter avec ces symboles. Oh quoi. My God. C'est deux hommes blancs, clairement, ils savent plus que les gens locaux. Non, mais tu sais que c'est il y a plein d'associations comme ça aussi, notamment en France, tu vois, qui sont là pour aider, qui veulent aider. Ouais. Tu vois, il y a cette vision toujours paternaliste de la France vers les pays africains. Et c'est un peu flippant, tu vois, de voir ça. Genre des associations qui se montent pour aller aider au Togo, au Bénin, etc. Et souvent, une des choses qui est dit dans ces associations, c'est on va aller leur montrer comment faire, tu vois. Oui, vous en faites pas, on va vous apprendre comment vivre chez vous. Tu sais, quand les gens savent déjà qu'est-ce que c'est les problèmes, mais c'est... de ce que je peux voir, des relations et des discussions que j'ai avec des amis francophones d'Afrique, la seule chose qu'ils nous disent, c'est reprenez vos milliardaires. Non, mais c'est vraiment ça. Reprenez vos gros connards qui nous... Enfin, tu vois, reprenez vos blancs riches qui sont en train de piller nos ressources et on va se démerder. On n'a pas besoin de... Comme acheter nos ressources à un prix équitable, puis on pourra actually vivre du travail qu'on fait. You know? Il me dégoûte. Wow, crazy. Il me dégoûte. Bref, salut ça, Gabriel. What's up? Donc bref, ce que les Africains nous disent, les francophones qu'on connaît avec qui on discute, c'est non, en fait, nous apprenez pas à vivre là, mais gardez vos milliardaires chez vous, puis occupez-vous de vos propres milliardaires. Nous, on va s'occuper de nos pays, tu vois. Voilà. Bref. Ah oui, non, attends, une des idées d'Emmanuel Macron. Les bases militaires que la France a en Afrique vont rester, mais elles vont être co-gérées
Ça veut dire quoi, des bases militaires co-gérées? I don't know. Je sais pas. On va donner une chaise à quelqu'un de local. Tu peux venir regarder la télé avec nous. I don't know. Je comprends pas. Bref. Donc voilà, ça, c'était vraiment une grosse connerie. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est 2 désastres. Donc, il y en a un au Utah, aux États-Unis. Ohio, non? Ohio? C'est pas au Utah? C'était Ohio? Bon, pardon. C'est pareil, hein? Scott, que ça se ressemble un peu, là. Mais bon. Donc, c'est un des endroits où, je veux signaler que c'est le 4e plus gros producteur de blé du pays. Donc, il y a un train qui déraille. Il y a des produits toxiques qui en sortent parce que c'est ça qui était en train d'être déplacé. Et on décide de le brûler. Donc, à suivre, qu'est-ce que ça donne côté humain? Parce que, on parle du local et le local est très, très, très messed up et c'est horrible de, avoir aucun respect pour ça. Mais en plus, on parle de, plus loin dans la chaîne alimentaire plus tard et on en verra certainement des conséquences. Exactement. Et là, on a un autre déraillement de train qui s'est passé il y a quelques jours en Grèce où, c'est ça, c'est un déraillement de train et il y a des victimes. 36 morts. Et horrible. C'est ça. C'est horrible. Horrible. Alors, là où on veut en venir... Parce que des tragédies, ça arrive. Oui. Ça arrive. Mais là, on est face à 2 systèmes ferroviaires qui sont privatisés. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, des gens font de l'argent sur le transport ferroviaire. Juste rappeler une chose, le transport ferroviaire, le train, c'est le moyen de transport le plus écologique possible sur des longues distances et même sur des moyennes distances. La preuve, c'est que... Les gens dans les startups sont en train de se demander comment on peut vaincre le trafic en ville. Et toutes leurs idées les ramènent à il faut faire des trucs qui se suivent sur un trajet donné. Comme ça, l'alimentation électrique, elle est stable. Et puis les gens, ils montent dedans et ils descendent, etc. Mec, les start-upers sont en train de réinventer le métro, le tram ou le train. Stop, le train, c'est une solution, c'est la solution la plus écologique possible. Dans un moment où on en a besoin, c'est important. Et là où on veut en venir, c'est que malheureusement, depuis les années 1880-90, là où il y a eu vraiment un boom du train en Europe, donc en Angleterre, en France sous Napoléon III, et aux États-Unis et partout d'ailleurs dans le monde, à partir de là, le train a été privatisé depuis, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent faire de l'argent avec le train. Oui. Or, on sait très bien comment ça se passe. Quand tu veux faire de l'argent, une des choses, c'est de réduire les coûts. Absolument. Et une des manières de réduire les coûts, c'est diminuer les personnels. Et une autre chose, c'est faire du lobbying pour diminuer les réglementations. Exact. Et ce qui est en train de se passer là. Et là, il y a Trump, entre autres, une des grosses choses qu'il a fait, parce que il y a... Je pense pas que c'est nécessairement le pire président américain parce qu'il y en a qui sont restés bien plus longtemps et ont fait vraiment beaucoup plus de dommages at large. Ou, entre autres, ou les Bush. Bush Jr. a une place dans ma haine personnelle. Mais enfin. Je comprends pas. Je comprends pas. Il a attaqué l'Irak pour rien. Il a fait des milliers de morts. C'est un job creator. mais tu sais, une des choses que Trump a fait dans le peu de temps qu'il a été là quand même, seulement un mandat, c'est qu'il a fait beaucoup de déréglementation. Donc, Lobby dit, bonjour, je peux vous offrir ce service pour moins cher, mais cette chose me dérange. Il va dire, OK, on va l'enlever. Hop, tiens, travaille mieux. Merci, ça nous coûte moins. Mais en fait, quand on enlève des règles qui donnent plus de sécurité aux industries pour des raisons évidentes, il y a des trucs comme ça qui se passent. Exact. Donc, alors, pour l'exemple de la Grèce, par exemple, comment ça marche? Par exemple, pour les trains en Europe, je vais parler du cas de la France, tu vois, que je connais plus, tu vois. Il y a plusieurs systèmes de sécurité où, en fait, la plupart des questions d'aiguillage sont automatisées avec beaucoup de vérifications, etc. Mais il y a des dérogations, parce que ce qui s'est passé en Grèce, c'est que c'est 2 trains qui se sont rentrés dedans frontalement sur la même voie. Donc, le truc le pire possible dans un accident ferroviaire. Il ne peut pas y avoir pire comme catastrophe. La pire des choses, c'est qu'il y ait les 2 trains et des substances explosives. Tu vois, ça aurait été la pire des choses. Mais là, il y avait même en plus des voyageurs dans l'un et de l'industriel et du fret dans l'autre. Et en fait, il y a des règles en France qui, en gros, limitent l'utilisation d'avoir des trains en sens contraire sur une même voie. Il y a des procédures qui font que ça peut arriver. Par exemple, un train est en panne et on veut envoyer une locomotive de l'autre côté. Et dites-vous que
il y a 2 personnes qui doivent être au téléphone dans 2 gares différentes pour se synchroniser sur le fait qu'ils vont envoyer un train d'un côté, puis un train de l'autre, pour les faire se rejoindre à un endroit, se raccorder, etc. Il y a des papiers de signés, il y a de la procédure de fait. Yeah. Ça veut dire que en France, dans un secteur où la SNCF, la Société nationale du chemin de fer, c'est ça, Société nationale du chemin de fer, qui n'est plus d'ailleurs très nationale, qui est voilà. Eh ben, il y a quand même des cas où ça peut arriver, mais ce type de catastrophe ne peut pas arriver. C'est-à-dire que c'est automatisé. Plus après, il y a un filtre humain qui est tellement énorme que voilà. Alors le risque zéro n'existe pas, mais les probabilités que ça arrive sont quand même, tu vois. Ouais. Alors que en Grèce, depuis la faillite de la Grèce, où ils ont dit tous nos industries sont à vendre essentiellement. Exactement. Ils ont dû solder tous les secteurs un peu qui étaient publics. Ils ont dû le vendre à du privé. Et qu'a fait le privé ? Il a retiré tous les maillons. Alors déjà, il n'a pas permis d'entretenir les infrastructures informatiques, qui fait que maintenant, il n'y a plus d'informatique pour gérer les systèmes de train et d'aiguillage. Et en plus, il a réduit les personnels humains. Ça fait que tu fais bosser un mec pendant 45 heures, 40 heures à surveiller des trains. Est-ce qu'il va faire un travail optimal ? Je me le demande. Non, il a la sécurité de combien de centaines de personnes, milliers de personnes au bout de ses décisions à lui, au bout de 40 heures de travail par semaine, Guy. Non, tu prends plus les mêmes décisions que quand t'es frais, que quand t'es reposé, et que surtout t'as un collègue avec toi, avec qui tu dois valider une décision, etc., etc. Donc non, la privatisation, et d'ailleurs c'est le point où je voulais en venir. En France actuellement, et c'est pareil dans plein d'autres pays, et c'est pareil aussi aux États-Unis, on est en train de décerner, tu vois, des sortes de palmes ou de médailles de républicanisme ou de démocratisme. En gros, de dire, oui, mais le fait d'avoir telle association, ou le fait d'être un woke, ou le fait de soutenir la Palestine, ou le fait de ça te met en dehors du champ républicain, ou en dehors du champ démocratique. Ouais. Vous savez, moi, ce qui me trigger, ce qui me met en dehors du champ républicain et du champ démocratique, c'est le fait qu'on ait des industries qui soient nécessaires à la vie humaine, qui appartiennent à du privé. On peut pas. Il y a des gens qui font de l'argent sur la production de nourriture, qui font de l'argent sur le transport, qui font de l'argent sur la santé. Ça, c'est anti-républicain, c'est anti-démocratique. La République, c'est simple, c'est la chose du peuple par le peuple. C'est la chose publique. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Tu mixes ces deux choses-là et tu te rends compte que y a des gens qui sont au milieu de ces relations-là et qui vont faire du business sur ces relations-là. Non, les amis. Non, il va falloir repenser nos communs. Il va falloir repenser, parce que le jour où on devra acheter des bouteilles d'air non polluées à mettre dans sa maison, le jour, et on est déjà en train de le faire pour l'eau, il y a beaucoup d'Américains qui sont pas capables de boire l'eau du robinet. Alors au Canada, on n'a pas ce problème-là. En France, on a moins ce problème-là. Au Canada, on a ce problème-là. C'est vrai? Les mostly, c'est weird. Les Premières Nations n'ont pas d'eau potable à plein d'endroits, ce qui inclut des endroits en Nouvelle-Écosse. Je parlais bien sûr pour les Blancs, Mélo. Pardon, j'ai oublié. Mais il y a des endroits où il y a seulement un leader politique qui a dit non, mais c'est important, et on lui a dit mais ça va coûter cher, et il a dit mais c'est de l'eau, on en a besoin, c'est un peu important pour survivre, et on lui a dit mais ça va coûter cher. Exactement. Oui, ok. Premièrement, non, ça coûte pas that cher. Premièrement, mettre un puits n'est pas si cher que ça. Surtout quand on voit comment on dépense l'argent sur différents trucs. Mais aussi, c'est de l'eau. Si t'as pas d'eau, tu peux rien faire. Tu meurs. Tu vis pas. T'es malade. Yes. Exact. Et ce sera, quel monde. Et ce sera l'air. Ça a été la nourriture à un moment. Bref, il va falloir qu'on repense tous ensemble nos communs. Et pour moi, c'est une question hautement démocratique. C'est une question hautement de la République. Alors, je sais qu'au Canada, on est plutôt dans une monarchie parlementaire, tu vois. Voilà. Mais n'empêche que cette question-là de réussir à sortir les intérêts privés de au moins pour vivre. Après, je dis pas que des gens aient envie de monter des entreprises pour faire de la culture, du spectacle, même des nouveaux produits, de la... Ok, mais qu'au moins les questions de base soient entièrement publiques et qu'on puisse les gérer publiquement, tu vois, qu'on décide. Comme par exemple, si l'énergie était un système entièrement public, réfléchi publiquement ensemble, et pourquoi pas de manière internationale d'ailleurs, on n'aurait pas les problèmes avec les Samis qui sont obligés de se battre contre des éoliennes qui viennent sur leur territoire et que Greta Thunberg est obligée d'aller se faire arrêter en plein milieu de la pampa pour qu'on en parle Norvège, tu vois. À l'international. Sinon, j'en aurais jamais entendu parler. Exactement. Exactement. Et donc, elle est vraiment dans son rôle. Bref, donc, mon point, c'est si on veut retourner dans la démocratie, si on veut retourner dans les pays qui sont des républiques, dans des républiques,
eh ben, il faut sortir les gens qui sont pas républicains ou qui sont pas démocrates. Et quelqu'un, pour moi, qui est pas démocrate, c'est quelqu'un qui peut décider tout seul, parce qu'il possède une usine ou qu'il possède une entreprise, de faire produire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui, et avec n'importe quelle matière première ou à n'importe quel coût écologique. Pour moi, tant qu'on a des gens qui font ça, ces gens sont des séparatistes de la démocratie, puisqu'ils appliquent à eux une règle qui n'est pas la démocratie, alors que ça nous impacte tous. Donc, sorry, il va falloir sortir de la propriété privée des moyens de production pour les secteurs qui sont vraiment stratégiques pour l'humain. C'est pas mal anticapitaliste, ça, là, ce que tu dis. C'est un petit peu anticapitaliste, mais même, tu vois, il faut... Oui, on l'est, Mélo, gars. Puis si t'es pas content, je peux te mettre une petite merde qui voilà. sourit pas, tu vois. Non, mais en gros... Les choses de base de la vie ne devraient pas être des choses sur lesquelles on fait des profits. C'est pas une marchandise. Non. C'est pas une marchandise. Right. On est aux bonnes nouvelles de la semaine. Donc, Philippe Rivière, qui est notre invité, à qui on parle dans pas très longtemps. Il a en fait, on se parle depuis un petit moment pour qu'il soit sur l'émission. Puis en fait, le 1er mars, donc mercredi, il a gagné un prix. Donc, c'est le plus jeune à avoir remporté le prix du patrimoine du RPFO, qui est le regroupement du patrimoine franco-ontarien. Donc, il est de l'Ontario au Canada. Puis quand tu es francophone en Ontario, tu es un franco-ontarien. Donc, c'est le premier franco-ontarien à avoir 10 000 abonnés sur YouTube puis de faire justement de la promotion de la francophonie là-dessus. Et c'est cool. C'est vraiment cool de l'avoir, tu vois. Pour surtout, c'est nice, c'est vraiment nice. Puis la francophonie ontarienne, on n'en parle pas trop... Non, pas trop souvent. On en parle, mais c'est un peu genre, comme toutes les autres francophonies, là, mais elles sont un peu éclipsées par le Québec. Puis même des fois, l'Acadie, quand on parle de francophonie hors Québec, l'Acadie reprend un peu. Le dessus. Puis en général, quand on parle d'Acadie, on veut dire Nouveau-Brunswick. Et on oublie les Françaisquois. Mais nous, on est oubliés. Comme il y a quand même... C'est ça. Donc, en tout cas, c'est important de faire ça. Voilà. Où est Pomquette sur la carte? Est-ce que quelqu'un peut me dire où est Pomquette sur la carte? Pomquette, c'est l'Acadie, c'est la francophonie hors Québec. Voilà. Valentin aime beaucoup Pomquette. J'adore Pomquette. Je suis allé faire un petit documentaire là-bas. Yes. J'aime aussi beaucoup Truro. Oh. J'aime aussi beaucoup Chezette Coke. Bref. J'aime bien, moi, toutes les petites places rurales. Nice. Ça, Gabrielle, elle dit que elle peut mettre Pomquette sur une carte. Nice. On te donne comme une étoile virtuelle. Là, ça. Attends, tiens. There you go. Tu as gagné une petite merde en plastique. Verte. Elle est là. Avec des... Ça, Gabrielle, c'est pour toi. Un cool emoji. C'est pour toi. C'est un cool emoji. Voilà. Donc, oui, la francophonie canadienne hors Québec. Elle existe et elle fait des choses et elle bouge. Et elle fait des choses. Et puis, on va en parler dans très peu de temps. Moi, j'ai hâte. Et puis, l'Acadie, elle fait aussi des choses. Alors, les amis, il faut qu'on vous parle d'un truc. Il y a 3 jours. Ouais. Pour donc le 1er mars, donc le lancement du mois de la francophonie. Il y a un journal qui s'appelle Le Moniteur acadien qui approuve, j'assume qu'il n'y avait pas vraiment de règlement pour la sélection de qu'est-ce qui est publié. Et il y a le rédacteur en chef. Ouais. Le réac chef. Ouais, je l'appelais le réac chef, moi, mais... mais donc, qui publie une chronique. OK, ça, c'est fine. C'est standard. Mais le truc, c'est qu'il publie une chose qui est genre... juste plein de trucs qui sont pas logiques du tout et qui se raccordent pas, mais je suis sûre que dans son esprit, si. Mais qui est très, très réactionnaire contre l'écriture inclusive, mais... c'est d'une stupidité incroyable. J'ai pas compris d'où ça sortait. Non, c'est vraiment hors de nulle part. Et juste pour dire qu'il n'y a aucune loi ou règle ou quoi que ce soit qui demande aux journalistes d'écrire avec l'écriture inclusive. Donc, il n'y a pas comme cette pression qu'on lui aurait mis dessus et où il est réagi parce qu'il est en train de freak out. Ah. Donc, la photo que vous avez vue, c'est entre autres des drag queens acadiennes qui font des trucs cool. Qui font vraiment des trucs cool. Voilà, et justement, qui sont anti tout ça. C'est bullshit. Mon truc sur la tête qui est en train de partir. Est-ce que tu vas nous faire l'honneur de nous lire? Oui. On a encore un peu de temps assez, je pense, pour lire la chronique. Je pense que oui. Les amis, elle est pas très longue. Ouvrez grand vos oreilles. Ceci est un texte hautement réac qui a été publié par le rédacteur en chef du Moniteur acadien, qui est un petit journal de la région de Dieppe, nord de Dieppe, Grand Barachois,
tout ce coin-là, en fait. En gros, en Acadie du Nouveau-Brunswick. Même Ramcook, exactement. Merci. Ça, Gabriel, ça fait du bien d'avoir des Acadiens qui connaissent l'Acadie dans le coin. Juste pour donner un vibe de ça, donc c'est Damien Dauphin, qui est le rédacteur en chef, qui a travaillé dans différents journaux depuis un moment. Qui est un homme blanc. Oui, very much. Quel âge a-t-il? Je sais pas. Je suis pas sûre. Moi, il y a plus de 40 ans. Ouais. Non, mais homme blanc, plus de 40 ans. Ouais. Il y a plus de proportions de tomber dans des trucs réactionnaires, tu vois. Parfois. Donc, il a posté... premièrement, il a posté sur Facebook, donc c'est sûr qu'il a un certain âge, mais... tu peux redire le nom? Donc, Damien Dauphin. Et comment il a décrit ce qu'il allait poster, justement, c'est un missile balistique contre la mode qui consiste à mutiler la langue française. Une réaction élégante de dire « ça suffit les conneries ». Cool glasses emoji, là, tu sais, comme, ouais. Il publie ça le jour de soleil. Du lancement du mois de la francophonie. Voilà. Et, préparez-vous pour ce missile. Et le nom de cette chronique s'appelle « Halte à l'écriture déconstruite ». Alors, fais une lecture dramatique. Parents d'élèves et enseignants ont réussi à faire reculer le gouvernement, ou plus précisément le premier ministre Blaine Higgs, sur sa tentative d'abolir l'immersion française dans le système scolaire anglophone. Ce qui est bien. Oui. Donc, on en a un petit peu parlé, contexte. Il y a des écoles francophones, il y a des écoles d'immersion. Puis Higgs, qui est au pouvoir en ce moment au Nouveau-Brunswick, voulait un peu enlever beaucoup de trucs en français parce que, il est un petit francophone. Ouais, voilà, c'est ça. Au-delà de cette victoire populaire, dont il convient de se féliciter, examinons ce qu'elle révèle. OK? Sure. Examinons. Cela signifie que les parents ne veulent pas d'une éducation au rabais pour leurs enfants. Normal. Ils ont compris que, sous l'argument de rendre les élèves anglophones capables de commander un café imbuvable dans l'un des nombreux Tims de la province, où je suis sûre qu'il y a comme vraiment ri au fait qu'il a écrit ça. LOL, il y a du comme café médiocre dans une chaîne de café, là. Oh, oui. Quelqu'un nous a sourcé qui est cet homme. Originaire de la France, venu en Acadie en 2007, il a 52 ans. Oh, snap! Immigrant français de plus de 50 ans, blanc, hétérosexuel, sûrement. Je ne veux pas juger. On ne sait pas. Vas-y. Mais bon. Donc, attends, je reprends ma phrase. Ils ont compris que sous l'argument de rendre les élèves anglophones capables de commander un café imbuvable dans l'un des nombreux Tim Hortons de la province se cache en réalité un enseignement limité, appauvri et, osons l'affirmer, indigne d'une société évoluée. Oh God! J'ai même pas envie de déconstruire ce qui vient d'être écrit là. Il y a d'autres choses à dire. Or, celle-ci apparaît en pleine régression, et ce, sous prétexte d'évolution. Donc, premièrement, la langue française est en récession un peu partout parce que il y a quand même eu une pandémie. Et donc, quand il y a eu la pandémie, les gens sont restés à la maison, puis il n'y a pas eu d'école, puis des fois, comme on t'enseigne pas des choses, t'apprends pas. Wow! J'en suis tellement smart! Je reprends la lecture. Dans ce monde à l'envers qui marche sur la tête, il faut malheureusement constater que les enfants de Molière ont une longueur d'avance sur ceux de Shakespeare. Contexte, Molière veut dire fuck all pour des Canadiens. Juste pour dire, là, comme c'est... Tout comme pour un enfant ici, Shakespeare veut pas dire grand-chose non plus. C'est européen et c'est freaking vieux, man. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Fine. Subjugué par une minorité agissante de passionnariat, chantre de l'inclusion de toutes sortes de personnes mal dans leur peau, qui ont eu du mal à supporter leur propre reflet dans le miroir en se cherchant des prétextes pour s'accepter tels qu'elles se perçoivent. Ces derniers prétendent bousculer les usages de notre belle langue. So, il y a des gens qui sont peut-être non-binaires puis trans. Ce qui veut dire automatiquement, apparently, que c'est des gens qui sont pas capables de se regarder dans le miroir puis ils sentent pas bien que... OK. Bon, ça donne une idée du personnage. Donc, c'est eux, c'est ces méchants-là qui sont en train de détruire le français. Oh non! Oh non!
C'est ainsi que fleurissent dans cette novlangue, que déjà, anyone qui appelle ça une novlangue, je suis comme, une langue, c'est vivant, laissez-la tranquille. Anyway. C'est ainsi que fleurissent dans cette novlangue aussi indigeste que le café précité, que je suis sûre qu'il s'est trouvé vraiment, vraiment drôle à écrire ça, que comme je pense... Non, mais c'est un Français. Ça, il se trouve hilarant. C'est un Français. Pour lui, le meilleur café, il vient, tu vois, d'ailleurs, il vient d'Europe, tu vois. Le café, il vient d'Afrique, mais c'est correct. Oh! Qu'est-ce que j'ai dit? Lié, mais qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y, je te laisse. Il y en a encore beaucoup ou pas? Non. C'est ainsi qu'en fleurissant dans cette noble langue aussi indigeste que le café précité se cache en réalité un enseignement limité. Non, attends, merde, non. Pardon. Mais en fait, tout se ressemble dans cette chronique en plus. Exactement. Il y a 2 fois la même chose postée, désolé. De nouveaux pronoms et adjectifs entre guillemets inclusifs. Entre gros guillemets. Le pire vient avec les petits points qui, comme des balles de mitraillette, tronçonnent les mots pour inclure un féminin dont on n'accepte plus au motif qu'il soit d'un vestige du, entre guillemets, patriarcat, qu'il soit, entre guillemets, emporté par le masculin. Mais c'est des mecs qui ont décidé, quand il y a eu la réforme de l'éducation en France, quand les femmes ont pu avoir accès à l'éducation, que le masculin était supérieur et donc le masculin l'emportait. Ils ont changé comme des règles qui étaient déjà utilisées avant, qui étaient autres. Qui étaient bien mieux. Oui, c'est literally le patriarcat. Effectivement, tu as raison, monsieur. Enlève juste tes guillemets and you're right. Cette écriture prétendument inclusive est en réalité déconstruite. C'est bien de déconstruire les choses. En tant que telle, nous avons le devoir de la combattre à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nous parvient la nouvelle qu'à Fredericton, qui est la capitale du Nouveau-Brunswick pour ceux qui... la capitale politique. La fréquentation d'une garderie anglophone a fait perdre son français au fils d'un couple... À la fréquentation d'une garderie anglophone a fait perdre son français au fils d'un couple francophone. J'ai vu cette nouvelle. Non, mais c'est quoi le lien? C'est bad. C'est quoi le rapport avec l'écriture inclusive? C'est triste. Désolé. C'est aussi la réalité d'être francophone en milieu minoritaire. Mais il manque des garderies at large. C'est peut-être ça le problème. Ah, mais du coup, parce que l'enfant, en fait, il a pas appris parce qu'on lui a mis des points entre un E puis un E accent aigu, puis il a décidé de juste parler anglais. Je sais pas. Je ne comprends pas. Non, mais il me bute, moi. Au point qu'il leur fut conseillé d'inscrire leur rejeton dans un programme de francisation pour anglophones et allophones, nos ennemis, ceux qui parlent anglais et d'autres langues, tu sais, comme fuck. Ce mec, il a... T'en fais pas. On arrive à la fin. Tu peux... Dans cette situation, le problème est que le jeune garçon développait sa pensée dans un environnement anglophone. C'est ça le problème, man. Il pense en anglais. He's screwed. Nous avons déjà dit dans un précédent éditorial, fantastique, On a hâte d'aller le lire. Great, que les jeunes enfants sont des éponges qui assimilent facilement tout à ce quoi ils sont exposés. Ce qui veut dire qu'apprendre plusieurs langues est facile et s'il apprend l'anglais en premier, he's gonna be fine, juste pour dire. C'est dire qu'il faut les encadrer avec des bases solides et ne pas leur apprendre n'importe quoi. Je me demande qu'est-ce qu'il veut dire par ça. C'est quoi n'importe quoi? C'est Shakespeare? Non, mais du coup, c'est quoi n'importe quoi? Que peut-on espérer d'eux si on les instruit d'une manière inepte en les soumettant à des formulations qui vont semer davantage de confusion dans leur apprentissage? Non, mais, parce qu'on sait qu'à la garderie, ce qu'on apprend en premier... C'est l'écriture inclusive. Exact. Tu sais pas lire, tu sais pas écrire, mais on te l'apprend quand même. Et puis, attends, désolé, mais la question de la confusion, il est un peu tard, mais on est bon. La question de la confusion, au contraire, excusez-moi, ce qui sème la confusion dans la tête des gens, c'est des conneries comme le masculin l'emporte sur le féminin. Yes. Peut-être que ça, c'est le début de la chaîne. Puis au bout de la chaîne, tu frappes ta femme. Puis au bout de la chaîne, tu payes moins les femmes. Puis au bout de la chaîne, tu fais ça parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Non, la confusion, elle est entretenue par des règles qui sont injustes. Elle n'est pas entretenue par l'écriture inclusive, qui au contraire est inclusive. Du coup, il n'y a pas de confusion. Wow. On inclut tout le monde. Quel concept! Et j'ai pas compris le rapport avec les garderies. Il y en a pas. Il y en a juste pas. Il a juste décidé de dire ça parce que l'écriture pseudo-inclusive, mais réellement déconstruite, est la manifestation des obsessions quasi névrotiques de certains adultes. Elle est même adoptée par des calinours. Contexte, au Canada, c'est des calinours. En France, c'est les bisounours. Ah, mais il a quand même fait une occurrence canadienne à un truc. C'est déjà pas mal, tu vois.
Hommes et femmes de bonne volonté qui, parce qu'ils préfèrent voir la vie en rose, se veulent plus royalistes que le roi. Qu'est-ce qu'il dit? Et relate cette mode des lettres à coups de publications sirupeuses sur les réseaux sociaux. Juste pour dire que, comme je suis pretty sûr que ce gars est royaliste at large, là, je dis ça, c'est par d'autres choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, but anyway. Il y a des non, choses... mais il n'a pas le droit, il est très fier d'être français en plus. Ben, comment il peut être au royaliste? Canada, il aime la reine, I don't know. Ou le roi maintenant. Ne permettons pas qu'elle pénètre à l'école et dans les cerveaux en formation de nos enfants. La femme n'est pas l'égale de l'homme, car elle lui est supérieure. Non, il essaie de se rattraper. C'est fantastique. Sans elle, l'humanité n'existerait pas. Ça prend deux personnes. Ça prend un ovule puis comme du sperme pour faire un enfant. Là. On peut-tu comme pas... Let's not separate that et tous avoir des responsabilités dans ça, OK? Même si on a des différentes expériences. Alors, au lieu de mutiler les mots de notre belle langue française, incluons la femme en lui donnant la prééminence qui doit lui revenir. Par exemple, au lieu d'écrire, au risque de faire saigner certains yeux, bravo à tout.tes, les nominés.es, donc à tous les nominés, nominés-e. Écrivons félicitations à toutes et tous les finalistes. Donc, premièrement, ça, c'est littéralement l'écriture inclusive recommandée par le gouvernement. Exactement. So, like, il est comme, j'aime pas l'écriture inclusive, mais en voici une autre que je préfère. So, that's freaking dumb. Mais aussi, genre, bro, like... Yes, Milo. Tabarnak. Donc, en gros, c'est la femme est supérieure à l'homme, donc on va dire toutes avant tous dans nos phrases. Non, mais là, et c'est ça qui va tout rendre correct. En plus, là, ce qui sort, c'est que c'est vraiment nul parce que c'est un vieux rappel à l'idée de la galanterie. Tu vois? Oh non, c'est nul. Donc, non, il n'y a rien qui va. Il y a encore... Il y a un petit paragraphe. Fasse le ciel, mais entre guillemets, c'est trait d'union yel. Get it? C'est un mauvais jeu de mots. Parce que le yel, c'est un scary mot qui fait peur à des hommes comme ça. Fasse que le ciel, que l'écriture, entre guillemets, inclusive, ne devienne jamais la norme, car si survenait une telle, entre guillemets, cacophonie, get it? Haha, also caca. Je préfère encore ne plus vivre qu'en anglais. Suivi sur son propre journal, une publicité pour les rendez-vous de la francophonie qui font des choses en français et en anglais parce qu'on peut tous enjoy cette culture, même si on la parle pas. Mais enfin, voilà. Je suis vraiment content, Mélo. Merci. Voilà. Donc, bon mois de la francophonie, sauf à toi, Damien, parce que Jesus Christ. On va te souhaiter un bon petit café à Tim Hortons. Voilà, exact. Ça va être bien, ça va être super. Les amis, il est l'heure, on va se faire une petite pause. Et on se retrouve avec Phil dans à peu près 5-7 minutes. Voilà. Et on a hâte de parler justement de la francophonie canadienne hors Québec. Oui, et inclusive. Et inclusive. On demandera à Phil ce qu'il pense de l'écriture inclusive. Moi, je pense qu'il est pour. Ouais. Allez, all right. À toutes. Bye.